Ces voix qu'il faut entendre. C'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Marie-Clémence Bordet-Nicaise. Elle a 35 ans et habite à Dax, dans le sud-ouest de la France. Marie-Clémence est conférencière, entrepreneur engagée et auteure du livre « On ne choisit pas qui on aime ». Dans cet épisode, sous forme de témoignage, on remonte le fil d'une vie qu'elle croyait écrite d'avance, mais qui a été chamboulée par une rencontre et l'amour, tout simplement. Enfance heureuse dans un milieu catholique traditionnel, elle n'a pas choisi qui elle aime, mais a décidé de prendre le pouvoir sur sa vie. Déterminée à faire accepter à sa famille et à la société la normalité des personnes LGBT, Marie-Clémence ne cesse de témoigner. Mariage, désir d'enfant, l'actualité de sa vie intime va résonner avec la vie politique française à mesure que de nouveaux droits seront inscrits dans la loi. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Marie-Clémence Bordet-Nicaise. Bonjour. Tout au long de cet épisode, on va entendre qui tu es, c'est-à-dire une femme libre, mariée et mère de famille. On va parler de vivre pleinement sa vie, d'amour, de famille, d'acceptation et aussi d'une partie de la société qui n'a pas la même définition des choses universelles, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais d'abord, dis-nous quelle petite fille tu étais et dans quel environnement tu as grandi. Alors, j'ai 35 ans et je suis née dans une famille hétéroparentale avec un papa et une maman, un grand frère et 2 petites sœurs. Je viens d'une famille bourguignonne, plutôt bourgeoise, catholique, très pratiquante. J'ai grandi en partie à Avignon, où j'étais dans une école privée catholique avec des religieuses, avec un uniforme. Voilà, j'allais à l'église tous les dimanches. Je faisais du scoutisme, j'allais au catéchisme, etc. Donc la religion avait une place très importante dans ma vie. Et à côté de ça, c'était une famille plutôt aisée, mais avec des valeurs très simples. Beaucoup de douceur, de gentillesse dans ma famille. Une famille vraiment sans histoire. Voilà, dans laquelle j'ai eu une enfance très heureuse. Tout se passe à peu près comme tu l'as imaginé, hein, entre ton enfance et ton entrée dans l'âge adulte. Tu fais tes études, tu es en couple avec un garçon, c'est du sérieux. Tu arrives à Paris pour faire un stage et là, dès le premier jour, une rencontre avec une personne va changer ta vie et elle s'appelle Aurore. Elle s'appelle Aurore, en effet. Le premier jour de stage, j'ai, il me semble, 20 ans. C'est un stage dans une société qui, à l'époque, gérait le public qu'il y avait sur les émissions de télévision. Et premier jour de stage, alors qu'effectivement, je suis en couple depuis 5 ans avec un garçon depuis le lycée avec qui je suis persuadée que je vais faire ma vie, qui vient exactement grosso modo, du même milieu que le mien. Je me suis jamais interrogée sur mon orientation sexuelle. Pour moi, c'est pas un sujet. Voilà, j'ai pas de rejet par rapport à ça. C'est juste pas une question que je me pose. Et premier jour, on me dit voilà, tu vas travailler aujourd'hui avec une certaine Aurore, c'est elle qui va te former. Et cette fameuse Aurore est une fille très, très, très différente de moi. Elle a 8 ans de plus que moi. Elle a un style très masculin, en tout cas les cheveux courts, blond peroxydé, un regard un peu fermé. Elle est lesbienne, elle l'assume complètement, elle le dit. Et elle vient d'un milieu social vraiment opposé au mien. Elle a été élevée par ses grands-parents, elle vient d'un monde ouvrier. Et c'est une fille qui s'est faite un petit peu toute seule, donc pas du tout dans la même zone de confort que la mienne. Vraiment, on n'a pas du tout grandi avec la même éducation et pourtant on accroche tout de suite. Euh, Très vite, voilà, je comprends qu'elle aime les femmes. Pour moi, c'est pas du tout un problème, hein. C'est pas un sujet. Je suis hyper ouverte sur ça. J'ai des collègues homosexuels et voilà, ça m'intrigue pas plus que ça. Mais on s'entend très bien. Et en fait, ce qui au départ est juste de l'amitié se transforme petit à petit en amour. En tout cas, c'est ce qu'elle me fait comprendre très vite. Et moi, au lieu on va dire de la remettre à sa place, et ben en fait, je laisse les choses très ouvertes et voire même je rentre dans son jeu alors que je suis plutôt de nature réservée et pas du tout
Enfin voilà, je suis en couple, je suis amoureuse, et pourtant je me sens complètement attirée par cette femme qui en fait est en train de complètement chambouler ma vie sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que je suis quelqu'un qui se projette énormément dans le futur. J'aime quand les choses sont très cadrées. Je suis extrêmement sage. Je me couche, je sais pas, à 22 heures. Tout est alors que j'ai 20 ans et que je pourrais m'éclater et sortir à Paris. Je ne le fais pas du tout. Je parle sans arrêt de ma vie future avec mon futur mari, mes futurs enfants. Enfin voilà, tout est très 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 cadré et imaginé. Et en fait, avec elle, je vis complètement dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'elle me propose, je sais pas, de la retrouver un soir à 1 heure du matin à l'autre bout de Paris, et ben je me relève et je vais la retrouver juste pour passer du temps avec elle. Elle m'incite à sortir, elle m'incite à profiter de l'instant présent et à me détendre un petit peu. Voilà, donc ça bouleverse énormément de choses en moi. Ça bouleverse aussi parce que je suis encore un peu une adolescente, j'ai l'impression. En tout cas, je ne vis pas les choses comme une adulte, comme une femme. Et en fait, avec elle, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de devenir adulte, j'ai envie de prendre le pouvoir sur ma vie. Et elle me dessine petit à petit. En tout cas, elle s'intéresse à qui je suis vraiment et pas à celle qu'on attend que je sois depuis que je suis toute petite. Elle me fait sortir de ce moule dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'étais bien. Alors tu le racontes déjà très bien, peu à peu tu tombes amoureuse. Tu as en quelque sorte une double vie à ce moment-là, comme on dit, mais un événement grave va te faire exprimer une volonté de transparence qui ne te quittera plus. Oui, pendant près d'un an, j'ai eu comme une double vie, en effet, alors que je pensais pas du tout enfin, jamais j'aurais imaginé ça pour moi, enfin vraiment, voire même j'aurais jugé une autre personne qui aurait ce comportement-là. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est comme si cette vie intime que j'avais avec Aurore ne regardait personne. J'en parlais même pas à mes meilleurs amis. C'est comme si ça ne regardait absolument personne et même pas mon copain de l'époque. C'est-à-dire que j'avais même pas la sensation d'être infidèle, alors que dans les faits, je l'étais. Et puis surtout, ça durait, ça durait. Et en janvier 2010, Aurore et moi, on avait formé un trio avec un super copain qui s'est suicidé en janvier, donc c'était il y a 13 ans exactement. Il s'est suicidé et en fait, lui, il était gay et il était en couple avec un garçon à l'époque qui, lui, n'avait jamais fait son coming out à son entourage et qui, bah, ce jour-là, perd aussi son compagnon et perd une opportunité aussi de pouvoir dire enfin, qu'il est gay. Il décide de vivre tout ça bah, dans la solitude. Et en fait, ça a été un électrochoc pour moi. Parce que déjà, à ce moment-là, j'ai 20 ans et que je réalise que, ben, en fait, la vie toute belle et lisse que je m'étais imaginée n'est pas forcément celle-là, que la vie n'est pas comme ça. Je suis très, très naïve et je réalise bah, tout simplement que la vie peut être courte, qu'il faut en profiter. Et puis surtout, je me dis, voilà, si demain il m'arrive quelque chose, si je meurs, si Aurore meurt, je sais pas, en fait, je veux que les gens sachent que c'est elle que j'aime. Je veux pas que les gens se disent, ah, Marie-Clémence, elle était comme ci, comme ça, avec son copain, voilà, qu'ils aient une image très lisse et qui en fait ne reflète pas du tout la réalité. J'ai envie que le monde entier sache qu'en fait, je veux qu'elle soit reconnue en fait, comme la personne que j'aime. Et du coup, c'est un électrochoc, ce qui fait que peut-être 10 jours après le décès de mon ami, eh ben, je quitte mon copain. Alors, je lui ai pas brisé le cœur, hein, c'était d'un commun accord, on va dire, c'était la fin dans tous les cas de notre histoire. Mais je le quitte parce qu'en fait, je me dis, OK, à partir de maintenant, tout peut s'arrêter très vite. Tâche de passer chaque instant avec la bonne personne. Tu peux pas te mentir, tu peux pas, la vie, ça peut pas être ça, d'être d'être ce que les autres attendent de toi. Ça peut pas être aussi ennuyeux, en fait. Je prends le pouvoir, en fait, sur ma vie à ce moment-là. Un peu de temps passe, votre relation s'installe. Tu racontes dans un livre ces moments, des moments où elle te dessine, comme tu dis, où tu te sens exister. Et tu te sens bien, tu ressens donc le besoin de partager ton histoire et cette nouvelle avec ton entourage, avec ta famille. Et tu décides de leur dire. Et tu racontes que tu prends ton courage à deux mains pour en parler à tes parents. Oui, pour moi, c'était très difficile. Alors déjà, d'annoncer que j'étais plus avec ce garçon, c'était très difficile pour moi. Bizarrement, c'était une première étape qui était compliquée parce que j'avais peur de les décevoir, comme si le premier amour devait être le seul, parce que c'était ce qui leur était arrivé à mes parents et je pensais que c'était une bonne chose que ce soit pareil pour moi. Du coup, je le vivais vraiment comme un échec. Et puis leur annoncer que j'étais avec Aurore, pour moi, ça a été compliqué. Je viens d'une famille qui est pas, j'avais jamais entendu de propos homophobes de la part de mes parents ou de mes frères et sœurs. Après, c'était pas quelque chose qu'on abordait et je savais quand même qu'il y avait énormément de préjugés dans ma famille plus élargie, des
voilà, je savais qu'on disait des homosexuels que peut-être que c'était pas une maladie, mais qu'il y avait forcément eu un trouble à un moment dans l'enfance ou forcément eu un événement qui avait pu les faire basculer un peu de l'autre côté. Donc j'avais quand même entendu des choses assez dures et j'avais très peur de leur réaction. Et je l'ai d'abord dit à mon père, qui a eu une réaction très bienveillante, très intelligente, je crois, et qui en fait m'a donné la réponse, qui m'a donné une réponse dont j'avais besoin en tant qu'enfant. Il m'a dit, moi, en tant que père, mon amour pour toi, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Je ne t'aime pas à condition que tu sois comme ci ou comme ça. Je t'aime, point. Donc mon amour, là, il est absolument intact, avant l'annonce et après l'annonce. Après, voilà, il y a des choses qu'on avait projetées pour toi, des choses qu'on avait voulu, et tu n'es pas comme ça, visiblement. Donc il faut qu'on l'accepte, mais on t'aime. Voilà. Donc il m'a quand même fait part de ses inquiétudes. Lui, il vient d'une génération où quand il y avait dans son entourage, dans sa famille, quelqu'un qui était gay, lesbienne, bah, cette personne n'était pas forcément rejetée, mais elle allait vivre quand même en marge de la société toute sa vie. C'est-à-dire que c'était une personne qui allait pas pouvoir se marier, pas pouvoir avoir d'enfants. On allait souvent dire qu'elle était plutôt en colocation plutôt qu'en concubinage, comme c'était le cas, voilà, pour certains membres de sa famille. Donc lui, tout de suite, il s'est dit, mince, ma fille, en fait, elle va pas pouvoir se marier, elle va pas pouvoir avoir d'enfants. Il m'a dit, est-ce que tu es prête à renoncer à tout ça? Et alors, j'ai pas voulu rentrer dans le débat avec lui ce jour-là, mais pour moi, il était hors de question de renoncer à tout ça. Enfin, j'avais envie de me marier, d'avoir des enfants, et en fait, le fait d'être avec une femme était absolument pas un obstacle à tout ça, même si j'avais pas encore conscience, je pense, de la réalité de la société. Pour autant, je comptais pas du tout renoncer à tout ça. Pour ma mère, elle, ça a été bien plus compliqué parce que en fait, ça active à chaque fois chez les gens quelque chose qu'on peut pas contrôler, qui est lié à leur histoire, à leur rapport à la sexualité, à leur rapport à l'amour, à leur rapport au choix de vie. Pour ma mère, le livre que j'ai écrit s'appelle On ne choisit pas qui on aime. Par exemple, ma mère n'est pas d'accord avec ce titre. Pour elle, on choisit qui on aime. Elle est amoureuse de mon père. Je sais qu'ils sont sincèrement amoureux encore aujourd'hui, mais elle l'a choisi. Et elle ne comprend pas cette notion qui pour moi est essentielle, qui est que en fait, si on écoute son cœur, on écoute ses tripes, et ben en fait, on peut tomber amoureux, amoureuse d'une personne qui ne correspond pas du tout à ce qu'on aurait choisi en premier lieu. Voilà, si j'avais pu aimer un homme, les choses auraient peut-être été plus simples pour moi. Pour autant, voilà, j'ai pas choisi de tomber amoureuse d'une femme. Par contre, oui, il y a un choix que je fais tous les jours, c'est ce que je dis tout le temps. Oui, tous les jours, je choisis de vivre en totale vérité avec moi-même, par contre. Ça, c'est un choix que je fais. Je pourrais choisir aujourd'hui de ne pas être avec Aurore et de faire ma vie avec un homme pour que les choses soient peut-être plus simples. Mais, euh, mais non, je choisis de m'écouter. Ça, c'est un choix que je fais. Par contre, le fait que ce soit une femme au départ, ça, je l'ai pas choisi. Et donc, pour elle, ça a été très compliqué, très, très difficile à accepter parce qu'elle ne comprenait pas ce choix de vie. Voilà. Elle me disait, tu fais un choix, comment peux-tu choisir ça? Comment tu choisir que les choses soient si compliquées, le rejet de la famille, le regard de la société? Pourquoi tu fais ça? Et elle le vivait presque comme une provocation, comme une sorte de crise d'adolescence que je pourrais faire. Elle était persuadée que je me trompais. Et elle a compris avec le temps que non, je me trompais pas et que j'étais sûre de mes choix. Oui, parce que tu es déterminé déjà à ce moment-là, et on le comprend, tu veux que Aurore ait une place dans ta famille. Tu racontes les premiers week-ends. Comment ça se passe finalement après cette première réaction? Est-ce qu'on peut appeler un coming out? Comment ça se passe dans ta vraie vie après? C'est-à-dire, puisque tu n'habites plus avec tes parents, tu retournes le week-end parfois, et un jour Oui, tu c'est viens ça. avec Aurore? Oui, en fait, je retournais voir très régulièrement mes parents et au tout début, j'y vais sans Aurore, voilà. Alors qu'avant, j'allais avec mon copain. Là, j'y vais seule. Puis mes frères et sœurs, eux, viennent avec leurs compagnes ou compagnons. Euh, puis je sens que c'est compliqué. L'acceptation d'Aurore est très, très compliquée. Et en fait, à un moment, je me dis, même s'ils me disent, oui, oui, c'est bon, ça va, on accepte, je sens que mes parents sont pas prêts à la rencontrer. Et à un moment, je leur dis, mais en fait, vous pouvez pas m'accepter qu'à moitié. Voilà. Donc, en fait, si je viens avec Aurore parce qu'elle fait partie de ma vie, que c'est quelqu'un que j'aime. Et surtout, je me dis, pour les faire avancer dans leur réflexion sur le sujet, il faut qu'ils mettent un visage. Il faut qu'ils rencontrent. C'est-à-dire que eux, ils ont des idées très théoriques, très religieuses sur le sujet, qui ne sont que des écrits, qui ne sont que des pensées philosophiques, etc., qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'Aurore, c'est une jeune femme hyper sympa, très gaie, qui est hyper attentionnée, qui fait rire mes parents. Et ça, le jour où ils la rencontrent, c'est ce qu'ils réalisent. C'est qu'en fait, bah, elle est pas bien méchante, cette jeune femme que eux ont peut-être vue comme
comme quelqu'un de mauvais, qui leur aurait pris leur fille ou qui vient un monde opposé au leur. En fait, en la voyant en vrai, ils réalisent que bah non, en fait, c'est juste Aurore, qu'elle est hyper sympa et qu'on est heureuse et qu'on fait de mal à personne. Et c'est ce que je leur dis toujours, je ne fais de mal à personne, je suis heureuse. Donc contentez-vous de ça et vous inquiétez pas si je dois affronter des difficultés liées à cette relation, je les affronterai, je me sens complètement prête. Comme tu disais, je suis déterminée, mais c'est pas du tout, enfin, c'est pas que c'est pas du tout dans ma nature, mais je suis pas une personne très combative de nature. Mais je le deviens à ce moment-là parce que je suis amoureuse. Et c'est ça aussi dont j'ai conscience, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur coming out, mais qui sont célibataires et ou qui n'ont pas forcément d'amis et, euh, et qui vivent tout ça de manière très solitaire. Et du coup, c'est très difficile parce qu'elles ont personne sur qui s'appuyer. Moi, à ce moment-là, je veux dire, je suis folle amoureuse d'une femme et puis comme n'importe qui tombe folle amoureux ou amoureuse, ben, on a envie que la planète entière le sache et aime autant cette personne que nous, quoi. Alors, votre vie avance toujours, on continue de dérouler un peu ce fil de cette histoire d'amour et vous décidez de vous paxer. À ce moment-là, le mariage n'est pas légalisé pour les couples du même sexe en France. Pourquoi sauter le pas du Pax? La première étape du Pax, moi je le vis plus comme des fiançailles. On saute le pas parce qu'on achète un appartement ensemble et qu'on a envie que les choses soient carrées, cadrées. C'est toujours pareil. Moi, à ce moment-là, je suis un peu obsédée par le lendemain, par la peur de la perdre ou de disparaître. Et j'ai envie que voilà, tout soit très cadré, carré. Donc la première étape, c'est le Pax parce que j'ai espoir que le mariage pour tous passe. Et c'est ce qui est le cas assez vite, hein, parce que je crois qu'on s'est paxé en 2013, il me semble. Et le mariage est passé peu de temps après. Donc on a pu se marier en juin 2015. On voit, là, on le voit, tu le disais, que votre histoire d'amour, c'est un peu le hasard de l'époque, progresse à mesure que de nouveaux droits vont être inscrits dans la loi en France. François Hollande, tu le disais, est élu président de la République. Avec son élection, c'est la perspective du mariage qui devient possible. Et vous irez donc jusqu'au mariage. On va voir ça ensemble. Mais à ce moment-là, une part de la société française se met à crier son homophobie au grand jour, dans les rues. Parmi eux, de nombreuses personnes sont issues de ton milieu d'origine et ça te révolte. Oui, c'est une période qui reste très douloureuse pour moi parce que jusque-là, mon histoire d'amour, c'est ce que je disais au tout début, était extrêmement intime. Je la partage avec mon entourage, mais je le vis vraiment comme quelque chose de très fort et très intime. Et en fait, ce qui pour moi devait rester intime, d'un coup devient politique. C'est-à-dire que je me retrouve à regarder la télévision et à voir des personnes qui débattent de mon avenir finalement et qui souvent n'ont rien à voir avec le sujet, qui sont des politiques qui n'y connaissent rien, qui sont même pas concernés par ce sujet et qui se permettent de donner leur avis encore une fois sur des débats théoriques et philosophiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis ensuite viennent les manifs et ça c'est très difficile pour moi parce que dans ces manifs en fait ben il y a ma famille. Mes parents n'y vont pas, mes frères et sœurs n'y vont pas, mais j'ai énormément de cousins, donc les tantes qui y sont allées, j'ai même des amis qui y sont allés. Et c'est un choc pour moi parce que je comprends pas en fait ce double discours à la fois d'être peut-être accueillant avec Aurore et moi. On est invités quand même à certaines réunions de famille, on est reçus dans ma famille, mais par contre ces gens-là vont manifester et pour eux c'est tout à fait normal ce double discours. Voilà, c'est un peu je suis pas raciste, j'ai un ami noir quoi. Ça n'a aucun sens et et je le vis extrêmement mal parce que c'est mon propre nid qui me rejette. Et puis, ce sont des personnes que j'ai énormément défendues. Je viens de ce milieu-là, donc je comprends les lacunes qu'ils peuvent avoir et les manques de connaissances et d'informations qu'ils peuvent avoir, parce que c'est pas à l'église qu'on va nous apprendre tout ça, c'est pas dans ces milieux-là qu'on va vous apprendre l'ouverture d'esprit, la tolérance, etc. Ça reste quand même très fermé. Euh, mais euh, mais là, j'ai plus aucun argument pour les défendre. Hein. Au bout d'un moment, je me dis, bah non, mais en fait, aller manifester dans la rue, surtout que ce sont des gens qui manifestent pas. Je veux dire, moi, on m'a vraiment éduquée dans ce monde-là où il faut jamais dire un mot plus haut que l'autre, il faut rester discret, tout doit être lisse. Et en fait, de les voir d'un coup se bouger le week-end, de traverser la France parfois pour aller à Paris manifester, pour montrer en plus une image de la famille que eux disent parfaite, mais qui ne l'est absolument pas, parce que moi, je viens de ce monde-là.
Et je sais que dans ces familles-là, il y a des coming out extrêmement difficiles, qu'il y a des couples qui ne se parlent plus, qui ne dorment plus ensemble depuis 15 ans, qu'il y a des conflits d'argent, des conflits, enfin, mais comme dans toutes les familles, en fait. Et du coup, de les voir venir brandir des drapeaux roses et bleus comme si ça représentait la perfection et nous pointer du doigt comme si on était le mal, et ben en fait, je trouve que c'est erroné et qu'en plus, c'est très hypocrite, très lâche. Tu le dis, l'intime devient politique. Ce sont donc des personnes de ton milieu, parfois de ta famille. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de prendre la parole, de dire haut et fort, de raconter ton histoire? Est-ce que c'est là que ta démarche de témoignage commence? C'est à ce moment-là que je commence à écrire, mais pour moi au départ. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé écrire. J'ai plein de journaux où j'écris ce que je vis. Et ce jour-là, j'ai commencé à écrire en me disant, en fait, je pensais à chaque fois à ces gosses que je voyais manifester, parfois très jeunes, parfois des adolescents, et je me disais, mon Dieu, mais il y en a peut-être là-dedans qui sont gays, qui sont lesbiennes, qui sont trans, et qui se retrouvent forcés par leurs parents à aller manifester un week-end à Paris et qui doivent être dans une souffrance énorme parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des parents qui manifestent, quoi. Genre, à quel moment est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir dire qui ils sont? Et je me dis, ces gosses-là, bah, peut-être que il faut leur donner une autre possibilité de voir les choses et peut-être qu'il faut les rassurer sur le fait qu'ils peuvent quand même avoir une vie absolument classique, euh, même si ils sont LGBT. Et du coup, j'écris pour moi en me disant que peut-être qu'un jour ça servira à quelqu'un, je sais pas qui, mais je commence à écrire à ce moment-là. Mais je le publie pas et parce que j'ai besoin de prendre du recul, parce qu'au départ je suis juste blessée. Et surtout que ça s'est étendu dans le temps. Hein. Je veux dire, les manifs, ça a pas duré de week-end. Hein. Pendant 2 ans, il y avait ça. C'était insupportable. Et tu continues d'aller à l'église à ce moment-là et tu vas même jusqu'à quelque part recevoir des tracts alors qui te sont pas destinés personnellement, mais forcément tu lis ces tracts et quel questionnement ça fait naître en toi vis-à-vis de l'Église? Au départ, je continue d'aller à l'église tous les dimanches parce que je réfléchis même pas au fait de pas pouvoir y aller. En fait, juste j'y vais un peu par réflexe parce qu'il faut y aller, parce que c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Donc, je vais à la messe. Et puis, en effet, petit à petit, je reçois des tracts. Et puis, des discours politiques arrivent dans les homélies des prêtres. C'est-à-dire que ça arrive là où ça n'a pas sa place. Et en fait, à un moment, je me dis, mais est-ce que moi aussi, il faudrait pas que je sois un petit peu plus au clair par rapport à tout ça? Au même titre que je leur demande de l'être. Eux, visiblement, n'y arrivent pas, n'arrivent pas à séparer les choses. Mais en fait, moi, je vais essayer de faire un peu le ménage. C'est-à-dire que je peux pas continuer d'aller à l'église, je peux pas continuer de soutenir cette communauté qui me rejette, qui a un discours homophobe, dangereux. Euh, et je me dis, bah non, en fait, je vais arrêter. Je vais prendre mes distances parce qu'en fait, je me sens plus chez moi. Je me sens pas bien. Et c'est à ce moment-là que je décide d'aller à la messe. Euh, J'y vais encore 2 fois par an pour accompagner mes parents et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais je me sens plus appartenir à l'église. Je me sens trop blessée. Et puis même si on me dit oui, mais attends, il y a des prêtres qui sont ouverts sur le sujet, il y a des communautés. Oui, mais enfin, aller fouiller et passer des heures sur Internet à chercher 4 personnes qui vont être d'accord avec moi, je crois pas suffisamment fort en tout ça pour le faire. Voilà. Donc je prends mes distances et ça me fait un bien fou parce que j'ai d'un coup un regard très adulte face à la religion où je réalise qu'en fait ce qui pour moi, je veux dire, l'Église, la Bible disait tout le temps la vérité. C'est-à-dire que si un prêtre disait ça, c'est que c'était forcément ça. Il y avait pas de possibilité qu'il se trompe parce que c'est un prêtre. Et en fait, ce jour-là, je réalise qu'en fait, le prêtre, bah, c'est juste un humain, c'est un homme. Donc, l'Église a été créée par des hommes. C'est une institution gérée par des hommes, hommes avec un grand H et avec un petit H, et qu'en fait, ça représente une société qui n'est plus la mienne, ou qui était une société il y a 2000 ans, en fait. Donc, non, cette institution ne se met pas à jour, donc je m'en vais. Et ça m'empêchera pas de continuer de vivre ma foi autrement. On retourne à votre histoire d'amour avec Aurore. Vous décidez donc quand même évidemment de vous marier car ça devient légal en France. C'est une joie que tu veux vivre là aussi avec tes proches et c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait habituellement dans ta famille. On organise des grands mariages. Oui. Comment ça se passe pour toi, pour ton mariage? Effectivement, dans ma famille, les mariages, il y a minimum 200 personnes, entre 200 et 500 personnes même.
pour certains de mes cousins. C'est des mariages où bah, on est une famille très très nombreuse, mais il y a aussi beaucoup de mondanité. Enfin voilà, il y a de l'argent, il y a des histoires entre familles, etc. Et puis bah, pour mon mariage, c'est très différent. Alors pour Aurore, c'est un gros mariage parce que chez elle, c'est plutôt l'inverse. On se marie pas, ou si on se marie, c'est juste avec les deux témoins et c'est tout. Donc pour elle, c'est un énorme mariage. Pour moi, c'est un tout petit mariage parce on est 80, un truc comme ça. Mais en fait, bah, il y a que les personnes qui avaient envie d'être là, qui sont venues. J'ai un peu souffert quand même que. Enfin, en fait, c'était un mélange. C'est-à-dire qu'à la fois, je souffrais que mes parents n'invitent pas leurs amis, n'invitent pas leurs connaissances, comme ils avaient pu le faire pour le mariage de mes frères et sœurs. Parce que je le vis quand même comme un déséquilibre dans la démonstration d'affection ou de fierté de son enfant. Et d'un autre côté, je me dis, bah, j'ai quand même eu cette chance-là de me marier avec que mon entourage proche et de pas me marier avec des gens que j'avais jamais vus, qui étaient des amis de mes parents ou vus deux fois dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir un mariage simple, avec énormément d'amour, énormément de bienveillance, énormément de. C'était merveilleux. Il y a plein de gens qui me disaient, oh là là, tu sais, bon, je viens, mais bon, c'est la première fois que je vais à un mariage entre deux femmes. Je dis, bah oui, mais moi aussi. Donc, c'était une première pour nous, pour tout le monde, même pour Madame le maire, c'est une première. Et en fait, j'ai trouvé ça génial que ce soit, on faisait partie, quand même des premiers mariages homosexuels et je me dis, bah, c'était génial de vivre ça tous ensemble pour la première fois. Et en fait, de voir que, bah, en fait, peut-être certains ou certaines ont stressé avant, mais que le jour J, ils se sont rendus compte que c'était un mariage absolument classique, lambda. Tu nous as parlé tout à l'heure de la réaction de ta maman lorsque tu lui as parlé de ta relation avec Aurore la première fois. C'est important, les parents, pour le mariage. Comment ça s'est passé spécifiquement avec ta maman dans l'organisation du mariage? Parce qu'évidemment, tu n'as jamais été rejeté par ta famille, mais c'est une longue histoire d'acceptation quand même. Oui, les choses se sont vraiment faites étape par étape et ce qui pour moi relevait de l'évidence, ce n'était pas forcément pour mes parents, mon entourage. C'est ce que j'ai appris aussi, à faire preuve d'énormément de patience. En fait, on ne naît pas tous avec les mêmes bagages, avec la même éducation, avec les mêmes peurs, la même histoire. Et que pour moi, toutes ces choses-là ont été très simples à assimiler, mais que pour ma mère, c'était très long, très compliqué. Et pour elle, sa première réaction quand je lui ai dit qu'avec Aurore, on allait se marier, c'est mais pourquoi voulez-vous marier? Et elle ne comprenait vraiment, sincèrement pas, pourquoi est-ce qu'on avait besoin du mariage. Et moi, je lui ai dit, bah, pour la même raison que tu as épousé papa il y a 30 ans, en fait. Hein, c'est aussi simple que ça, mais pour elle, c'était pas aussi simple que ça. Donc, les premiers mois, je l'ai vécu très seule, l'organisation de ce mariage. Quand sur les faire-part, mes frères et sœurs, il y avait écrit Monsieur et Madame Untel et Monsieur et Madame Untel ont la joie de vous annoncer le mariage de leur enfant à telle date. Moi, mes parents ont refusé que ce soit mentionné de cette manière-là, en fait. Donc, moi, mon faire-part, c'est Marie-Clémence et Aurore, ainsi que leur famille, ont la joie de vous annoncer leur mariage. Euh, L'organisation, on l'a gérée toute seule. Et mes parents, par contre, ont tout de suite, par exemple, nous ont dit, bah voilà, on a payé la moitié du mariage de tes frères et sœurs, on paiera ton mariage aussi. Par contre, de la même manière, il n'y aura pas de différence là-dessus. Il y avait des choses sur lesquelles pour eux ça pouvait être très clair et d'autres où c'était plus difficile d'aller. Et ma mère, finalement, elle s'est réveillée peut-être, je sais pas, un mois avant le mariage et elle m'a proposé son aide à ce moment-là. Mais il lui a fallu quasi un an, en fait, plus d'un an, pour accepter, comprendre ce qui allait se passer et le vivre elle aussi comme un événement heureux. Et le jour J, et ben en fait, je crois qu'elle a passé une super journée. En tout cas, c'est ce qui s'est passé et c'était un moment très très émouvant et finalement, je pense que ça a été assez libérateur pour elle parce que justement, il n'y avait pas tout cet entourage mondain, il n'y avait pas le regard de sa famille, il n'y avait pas de jugement. Et du coup, elle a vécu le moment comme juste un moment de fête où elle a accompagné sa fille dans une étape importante. Ton désir d'enfant, qui est viscéral depuis ton enfance, est intact. Et vous décidez de vous lancer dans une PMA, une procréation médicalement assistée, pour fonder une famille. C'est ton rêve d'enfant. En France, à ce moment-là, on en parle déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore légal pour les couples du même sexe, comme on dit. Tu te renseignes, vous décidez que ce sera en Espagne, et c'est toi qui porteras l'enfant. Oui, c'est ça. En 2017, on s'est lancé dans ce premier parcours de PMA dans une clinique qui se trouve à San Sebastián, donc à la frontière franco-espagnole. À l'époque, on a quitté Paris avec Aurore et on vient de s'installer à Dax, dans le sud-ouest, plus près de sa famille. Donc, on n'est qu'à 1 heure de la frontière espagnole. Du coup, pour nous, c'est le plus simple, hein, tout simplement. On me demande souvent pourquoi on n'est pas allé en Belgique ou ailleurs, mais on a fait au plus simple, au plus pratique.
Et donc, on se lance dans ce parcours de PMA avec un donneur anonyme. Dans les cliniques espagnoles, c'est payant. En moyenne, ça coûte 1 500 € pour une PMA. Le premier essai est un échec. Et au deuxième essai, je tombe enceinte donc de notre première fille qui est née en juillet 2018 et qui s'appelle Charlie. Voilà. Tu tombes enceinte de Charlie, c'est un nouveau bonheur, évidemment, que tu as logiquement envie, là aussi, naturellement, de partager avec ta famille. Et je crois que Noël approche et c'est le moment idéal pour le dire. Ouais. Je l'ai. On est en Noël 2017. Donc, je suis enceinte de 3 mois et j'ai envie de l'annoncer à ma famille. Et pour eux, ça a été, en fait, ça a été un moment extrêmement fort parce que il y a eu beaucoup de larmes parce que à la fois c'était beaucoup de bonheur et beaucoup de stress. C'est l'inconnu pour eux à ce moment-là, hein. Ma mère, elle a deux doigts de faire un malaise euh, parce que euh, parce que c'est l'inconnu. Voilà, ils sont perdus et ils savent pas ce qui se passe. Et donc ma mère me dit voilà, c'est difficile pour moi. Après, je suis pour la vie et on va accueillir cet enfant. Mais elle comprend pas. Elle a du mal à encore accepter la démarche. Voilà, on part de loin entre un couple hétérosexuel qui doit attendre le mariage pour avoir des rapports, etc. Enfin voilà, à deux femmes qui ont un enfant ensemble en Espagne avec un donneur anonyme. Tout ça, pour il y a quand même la marge elle est énorme entre les deux et donc c'est compliqué parce que c'est l'inconnu. Et mais il l'accepte et finalement, même si au début de ma grossesse, je me sens un petit peu seule, euh, parce que eux savent peut-être pas comment se positionner par rapport à tout ça, et moi non plus, je sais pas ce que j'attends d'eux. Finalement, à la naissance de notre fille, tout se passe extrêmement bien et cet enfant, elle est acceptée et reçue, accueillie de la même manière que ses cousins et cousines. Voilà, mes frères et sœurs à ce moment-là, on commence à avoir des enfants et mes parents, même mes frères et sœurs, n'ont jamais fait la moindre différence. Vraiment. Et pour moi, ça, c'était essentiel. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais pu supporter et accepter pendant les dernières années, ce qu'Aurore aussi avait pu accepter et supporter, il était hors de question que nos enfants le ressentent. Euh, et donc, c'est pour ça que je savais qu'on était raccord là-dessus. Nos filles sont extrêmement proches de leurs grands-parents, sans distinction. Et tout le monde accueille l'enfant, mais tout le monde est mis au courant en même temps où il y a quand même une retenue. Alors toi, tu as envie de le dire à tout le monde que tu es enceinte. Ouais, ouais, je le dis à tout le monde, hein, et après, je laisse libre mes parents de le dire à leur entourage ou pas. Et en fait, je crois que je veux pas trop savoir s'ils le disent ou pas. Parce que c'est un peu comme le mariage, j'ai pas envie d'être blessée par ça. J'essaie de me raccrocher à l'essentiel. Je me dis, voilà, ce qui compte, c'est que eux soient présents. Voilà, c'est tout. Après, mes grands-parents maternels à l'époque sont pas au courant enfin, ils viennent d'apprendre que je suis avec Aurore et c'est déjà un électrochoc pour eux. Euh, et évidemment, quand ils apprennent à ma grossesse, c'est très violent. Enfin, ma grand-mère, voilà, me rejette complètement. Elle met plusieurs mois avant accepter la situation. On l'a vu, l'actualité de ta vie amoureuse, de ta vie de couple et donc maintenant de ta vie de mère de famille résonne avec l'actualité, le calendrier politique français. En 2021, la France autorisera la procréation médicalement assistée pour toutes, mais pour ton deuxième enfant, vous décidez avec Aurore de ne pas attendre et tu retournes en Espagne pour faire le deuxième. Oui, on aurait pu attendre ce qu'on m'a dit, on y a pensé aussi. Et finalement, le truc, c'est que la loi, effectivement, est passée en juillet 2021, mais il faut savoir qu'il y a la majorité des couples de femmes ou femmes seules sont encore en attente. Les délais d'attente, c'est en moyenne 1 an et demi, c'est très très long. Donc, moi, en 2021, ça fait déjà 2 ans que je réfléchis à avoir un deuxième enfant et je suis même pas sûre, voilà, avec le Covid, etc., tout est repoussé sans arrêt. En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver, sous quelles conditions, etc. Donc en fait, je décide de ne pas attendre, surtout que ça s'est bien passé en Espagne, donc je compte y retourner. Et on reprend les mêmes modalités dans la même clinique. Cette fois-ci, c'est bien plus difficile puisque on fait 4 essais qui sont des échecs. Enfin, en fait, on fait 3 essais qui sont des échecs. Au quatrième, je tombe enceinte, mais je fais une fausse couche au premier trimestre de grossesse, à 3 mois. Et le cinquième essai, par contre, celui-ci a fonctionné. Donc voilà, ça a été très long. Et pour ça que je suis bien contente de ne pas avoir attendu que la France se décide. Et donc, Billy, notre deuxième fille, est née en juillet 2021. Donc, elle est née au moment du passage de la loi bioéthique.
Et tu continues de raconter au public ton histoire après avoir fait paraître donc ce livre dont tu as parlé. On ne choisit pas qui on aime chez Flammarion. Tu décides de tout filmer et tu en fais une vidéo sans filtre. Elle dure une quinzaine de minutes. Elle est disponible sur YouTube. Pourquoi ça a été important pour toi de montrer les étapes donc de cette seconde PMA? En fait, j'ai décidé de le filmer parce que je sais à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions qu'ils n'osent pas poser. Parce que je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui se posent beaucoup de questions mais qui n'osent pas poser non plus. Parce que à ce moment-là, c'est la dernière, enfin, c'est le cinquième essai, c'est après ma fausse couche. Et en fait, j'ai envie de me dire, OK, j'en peux plus, mon corps n'en peut plus, psychologiquement, je n'en peux plus. Et je me dis, le fait de filmer, ça va me permettre de prendre un peu de distance. C'est une manière pour moi aussi d'y croire et de me dire, c'est la dernière fois que je le vis, donc je vais le filmer parce que c'est la dernière fois, parce que cette fois-ci, ça va marcher et que j'aurai plus à vivre ça. Et puis, c'est pour aussi pour éduquer et puis pour laisser un message à mes filles pour plus tard, pour qu'elles voient exactement ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a vécu les choses. Et donc, effectivement, je filme tout. Voilà. Je filme absolument tout. Les piqûres, le, le, le devis qu'on signe, les prises de sang, les échographies, etc., jusqu'à la bonne nouvelle. Et je publie ça à ce moment-là, ouais, sur mes réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram. Et en fait, je me rends compte que ça répond à tellement de questions que certaines femmes se posent, qui sont en parcours, en projet de parcours. Juste en une vidéo, bah, concrètement, elles vont voir ce qui se passe et à quoi ça ressemble. Et c'est montrer à la fois l'ampleur de la place que peut prendre une PMA dans une vie. Quand on croit que c'est anecdotique, bah, ça l'est pas du tout. Ça prend énormément de place pour son corps, pour sa tête, dans sa vie. Et puis à la fois rassurer parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, bah, ça se passe, quoi. On y arrive et qu'en fait, c'est totalement surmontable quand même. Ça fait environ 13 ans, si je compte bien, que vous êtes ensemble avec Aurore. Mm. Quel âge ont vos deux petites filles aujourd'hui? Charlie a 4 ans et demi et Billy 1 an et demi. Et comment ça se passe maintenant avec toute la famille agrandie, les amis, j'allais dire au niveau de l'acceptation? Tout se passe extrêmement bien aujourd'hui. En fait, moi, je ne ressens aucune différence. Je crois pas que mes filles en ressentent une. Elles sont au courant de leur histoire, de leur situation. Alors, Billy a 1 an et demi, alors, on lui raconte les choses, mais elle comprend pas bien encore. Mais Charlie, à 4 ans et demi, est totalement capable d'expliquer à quiconque lui pose la question que comment est-ce qu'elle a été conçue. Encore hier soir, elle a dit à Aurore qu'elle était très heureuse de l'avoir comme mamoune et qu'elle voudrait pour rien au monde l'échanger contre un papa. Donc, je veux dire, elle sait. Elle sait tout. Elle sait qu'elle était dans mon ventre. Elle sait qu'on a dû aller en Espagne, qu'on a demandé à un homme de nous donner une petite graine. Elle sait tout ça. Elle nous pose plein de questions parce qu'elle a aussi conscience de faire partie d'une minorité. En tout cas, à Dax, dans son monde à elle, elle sait qu'il y en a pas beaucoup comme elle autour. Pareil, il y a encore 48 heures, elle nous a dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Mamoun? Alors Mamoun, c'est Aurore. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Mamoun? Et on lui a expliqué, on lui a dit qu'il y en avait. Il y en avait plein, qu'on les connaissait pas forcément, mais qu'il y en avait plein. Euh, et, euh, et voilà, et c'est pour ça aussi que je m'engage et que j'essaie de changer les choses. C'est parce que je veux que pour elle, que les choses soient plus simples. Voilà, elles le seront forcément hein, déjà, c'est sûr. Hein, les lois, la société a bougé, la société avance, mais j'ai envie de participer à ce changement, quoi. Donc plus je vais raconter mon histoire, plus je vais communiquer, plus je vais faire évoluer les mentalités, et moins statistiquement, peut-être qu'elles auront affaire à des remarques homophobes ou à des remarques déplacées, ou elles auront à se justifier de leur schéma familial. D'ailleurs, vous avez choisi de faire baptiser vos enfants à l'église. Oui, j'ai décidé de faire baptiser nos filles, on l'a fait pour les deux. C'est pas, alors c'est un choix. Je dirais c'est plusieurs choses en fait. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis bon, c'est lui leur transmettre quelque chose qui fait partie de mon histoire. Même si aujourd'hui, je crois pas être vraiment croyante. Je crois en beaucoup de choses, mais en tout cas pas trop en l'Église catholique. Euh, mais ça fait quand même partie de ma vie. Je veux dire, ça fait partie de mon existence jusqu'à mes 20 ans ou 25 ans de manière très très forte. Donc c'est leur transmettre un peu de mon histoire. Ça permettait aussi de rassurer un peu mes parents, je pense aussi. Moi, ça me faisait plaisir de les rassurer avec ça, leur montrer que les étapes pour notre famille peuvent être les mêmes que pour les autres familles, ou pour mes frères et sœurs. Euh, c'est apporter un peu une touche de spiritualité dans leur vie aussi, leur permettre de s'intéresser à ça. Et puis c'est aussi bah, bouger un peu les lignes, c'est-à-dire que euh,
si on veut aussi que les familles homoparentales soient mieux accueillies dans l'église, ben, faut y aller, quoi. Faut enfoncer les portes. Donc, moi, j'ai contacté un prêtre qui a accepté. Je lui ai pas trop laissé le choix, hein. Je lui ai pas demandé l'autorisation. Je lui ai dit, bonjour, je veux faire baptiser ma fille, ce sera à telle date, voilà. Et puis sur le registre qu'on signe à la fin du baptême, comme on signe des registres à la fin d'un mariage, j'ai rayé la mention père pour marquer une deuxième maman sur ce registre. Et voilà, c'est purement symbolique, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis fière de me dire que oui, deux enfants nés d'une famille de parents, enfin, d'un couple homoparental peuvent être baptisés et faire partie de l'Église si elles le souhaitent plus tard. Tu le disais tout à l'heure, c'est intime et politique. C'est en tout cas la tonalité que tu donnes au récit de ton histoire. Et je crois que ça l'est, en effet, intime et politique. Tu es très suivi sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Tu as un blog aujourd'hui aussi. Comment tu perçois le chemin politique, le chemin que la société doit encore accomplir pour l'acceptation des familles homoparentales? J'ai la sensation que les choses bougent, que cette nouvelle génération qui arrive aussi est hyper intéressée par tous ces sujets-là. La question de genre, la question voilà d'identité, la question de l'amour, de différencier l'amour, du sexe, du genre. C'est des sujets qui les intéressent de plus en plus jeunes. Il y a de la place, il y a la curiosité pour tout ça. Après, il faut faire passer les messages, en fait. C'est juste ça, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces informations-là, et il faut aller les toucher. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire par mes réseaux sociaux, c'est de... En fait, moi, ma manière de militer à moi, c'est encore une fois de sortir de ces grandes théories et de ces grandes philosophies qu'on peut avoir sur le sujet qui ne reflètent souvent pas la réalité. Voilà, c'est mettre des visages, raconter une histoire. Moi, je raconte mon histoire et après on dispose. C'est-à-dire qu'on peut m'écouter, être complètement homophobe, écouter mon histoire et à la fin, ben, changer d'avis, ou écouter mon histoire et à la fin ne pas changer d'avis. Je cherche pas à convaincre, juste je raconte une réalité qui est la mienne. Voilà. Mes enfants sont heureuses, elles sont épanouies, elles sont équilibrées, on s'en assure en tout cas. Elles le sont pas moins que dans une famille hétéroparentale. J'ai un travail, j'ai une maison, j'ai deux chats, j'ai une vie absolument classique, et c'est possible. Et c'est ça que je veux montrer parce que, par contre, ça c'est quelque chose que beaucoup craignent encore, et plus de ma génération, c'est ah oui, j'ai peur de vivre ma vie pleinement parce que j'ai peur d'être en marge, j'ai peur de pas réaliser mes rêves de gamin. Et en fait, je leur montre que bah si, c'est possible. Moi, le fait que je sois avec une femme, c'est un détail dans ma vie. C'est la société qui renvoie à autre chose, mais je veux dire, dans mon quotidien, je me dis pas tous les jours, oh là là, je vis avec une femme. Enfin, je suis en couple avec une personne qui s'avère être une femme. Voilà. On parlait encore et encore pour visibiliser. Donc votre normalité, c'est important pour toi. Tu t'engages aussi en participant à la création d'un collectif de parents. Quelles sont vos actions concrètes avec le collectif Famille? Collectif Famille, donc c'est une association qui est née pendant le confinement et qui a pour but d'accompagner et de faire rayonner ces familles aux parentalités LGBTQIA+. On organise entre autres un festival qui s'appelle le Family Pride Festival, qui est un festival dédié à ces familles-là. Alors il y a la Marche des Fiertés, il y a déjà beaucoup d'événements qui existent, hein, et heureusement, mais celui-ci s'adresse vraiment aux familles en devenir, aux familles existantes, pour que justement elles se rencontrent. Voilà, ma fille, un an après la première édition, elle en parle encore parce que elle a vu un drag show, parce qu'elle a vu des enfants qui, comme elle, avaient deux mamans ou deux papas, parce que c'était la fête, parce qu'ensemble, les adultes viennent et puis autour de tables rondes de conférences, on se retrouve et on réfléchit ensemble à toutes ces questions-là, que ce soit des questions d'ordre juridique ou, ou voilà, de représentation de nos familles dans la société, dans la culture. On réfléchit à tout ça ensemble et c'est un événement pour moi très important dont je suis très fière. Euh, et, et, et ça permet voilà, aux familles de se connecter, de se soutenir et puis de les mettre en lumière. Et puis à côté, j'ai fondé aussi Coming Up, qui là est une entreprise où là on fait de l'accompagnement pour les sociétés parce qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui dans les entreprises pour que justement, voilà, toutes ces personnes, toutes ces familles, ce sont des adultes qui ont un travail et qui parfois sont pas out dans leur entreprise, elles sont pas visibles. Et ce manque de visibilité égale manque d'égalité dans les droits aussi dans l'entreprise. Et voilà. Et là, j'ai aussi envie d'agir parce que je suis certaine que ça peut être un formidable levier pour voilà, pour accompagner les mutations de la société.
Marie-Clémence, tu es un de ces exemples de personnes inspirantes. Merci d'être passée dans mon émission. Le temps passe très vite. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, dans cette émission, je demande à chaque invité de nous recommander une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Quelle serait ta proposition ? Alors moi, je suggère Marie Durand, qui a cofondé avec moi le collectif Famille et Coming Up. Marie, pour ses engagements et c'est une personne formidable qui a un regard éclairé sur la société et sur les gens et qui va faire et fait déjà beaucoup pour la société. Et je pense que c'est une voix à entendre de plus en plus. Marie-Clémence Bordet-Nicaise, merci d'être passée dans mon émission. On te suit donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram Ouais. notamment. C'est facile à trouver. Sur Instagram, mon compte c'est Marie-Clémence B. Vous pouvez me retrouver là, sur Facebook, TikTok, voilà, un peu partout. Merci Marie-Clémence. Merci Simon, merci pour ton écoute. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.